Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Hommage aux sapeurs-pompiers disparus, manifestation anti-vaccin, situation sanitaire en principauté. Le ministre d'État Pierre Dartout s'exprimera sur ces différents sujets d'actualité dans quelques instants. Nous sommes aujourd'hui le 3 septembre. Ce jour-là, en 1944, Monaco était libéré par les troupes américaines et les forces françaises de l'intérieur. Comme chaque année, plusieurs cérémonies ont eu lieu. Nous y reviendrons et nous évoquerons avec l'historien Yvan Gastaut cette date importante dans l'histoire de la Principauté. Jour J pour les professeurs des établissements scolaires de la Principauté. Ils ont effectué leur pré-rentrée aujourd'hui, quelques jours avant leurs élèves. Nous les avons suivis. Et enfin, nous parlerons pétanque à la fin de ce JT. Jeu populaire de l'été, c'est aussi un sport de haut niveau. Les meilleures joueuses européennes seront d'ailleurs à Monaco pour la 3e édition du Ducasse Challenge. Nous en parlerons avec le président de la Fédération monégasque de boules, Didier Fulconis. Mais avant de développer ces titres, cette information, dans la nuit du 1er septembre, Son Altesse Sérénissime, la princesse Charlane, a été transportée d'urgence à l'hôpital après avoir fait un malaise en raison de complications dues à une grave infection ORL. L'épouse du prince Albert II est suivie de près par son équipe médicale qui a affirmé que son état était rassurant. L'autre actualité, c'est aussi cet hommage rendu aux sapeurs-pompiers de Monaco disparus dernièrement. Bonsoir Vanessa Dessy, un hommage qui a eu lieu à Puget-Théniers. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Oui, 2 sapeurs-pompiers de Monaco ont perdu la vie dans un accident de circulation ce mardi à Puget-Théniers. Une cérémonie discrète s'est déroulée ce jeudi sur les lieux du drame. C'est dans une vive émotion que les sapeurs-pompiers monégasques ont tenu à rendre hommage à leurs frères d'armes en se réunissant autour de plusieurs hautes personnalités françaises et monégasques. Je vous propose d'écouter Pierre Dartout, ministre d'État. Nous sommes allés dès le lendemain de cette tragédie avec Patrice Cellario, le ministre de l'Intérieur, présenter nos condoléances aux pompiers, à la caserne de la Condamine, et leur dire toute notre solidarité. Les pompiers, on compte beaucoup sur eux. Ils ont un rôle essentiel dans la vie d'une communauté. Ils sont très respectés et admirés par la population. Et il était normal que l'on manifeste auprès d'eux notre émotion et qu'on leur dise que nous sommes à leur côté. Les obsèques auront lieu en la cathédrale de Monaco le mercredi 8 septembre à 10 h en présence des familles. Le gouvernement princier et le département des Alpes-Maritimes qui s'associent donc à la douleur des familles à travers cet hommage. Un mot à présent sur cette manifestation anti-pass sanitaire à Monaco, Vanessa. Oui, les antipasses sanitaires de la Principauté souhaitent faire entendre leur voix ce samedi. Les organisateurs ont annoncé la mise en place d'un service d'ordre, d'une équipe médicale et d'une charte de bonne conduite. Afin d'éviter toute perturbation extérieure, il n'est pas exclu que la sûreté publique renforce les contrôles aux frontières du pays. À ce sujet, Patricia Navarro est allée interroger Pierre Dartout, ministre d'État. La liberté de manifester est constitutionnelle. La seule chose, c'est qu'il faut naturellement prendre des précautions. Il faut que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions, et notamment sanitaires. C'est pour ça qu'il faut que chaque manifestant, par un souci d'ailleurs de protection sanitaire entre eux-mêmes, puisse porter le masque. C'est obligatoire, c'est indispensable. Mais, et je souhaite bien entendu que cette manifestation se déroule dans les meilleures conditions possibles, sans aucun incident. Le ministre d'État qui a par ailleurs confirmé que l'obligation vaccinale ne concernerait dans le milieu professionnel que les personnels soignants. Je vous propose de l'écouter. La position du gouvernement est la suivante. Les professions de santé, ce ne sont pas des professions comme les autres. Elles sont en contact avec les plus vulnérables, avec les plus fragiles. Les distanciations de sécurité ne peuvent pas être toujours respectées parce qu'il y a des soins, des traitements à apporter à des personnes fragiles et vulnérables. Et donc ce n'est pas du tout le même cas de situation que l'on peut avoir, par exemple, dans un restaurant, dans un musée ou dans un théâtre. Donc la loi telle qu'elle est présentée aujourd'hui par le gouvernement, c'est une obligation qui est limitée aux professions de santé. Et le gouvernement n'entend pas évoluer là-dessus.
Pierre Dartout, enfin, dresse un bilan positif de l'évolution de la situation sanitaire au cours des dernières semaines. Après des chiffres plutôt inquiétants au début du mois de juillet, le ministre d'État a confirmé que le taux d'incidence poursuivait sa baisse. Il a diminué de moitié au mois d'août. Oui, la prudence reste tout de même toujours de mise. Merci Vanessa pour ce point complet et cette intervention du ministre d'État qui était au micro de Patricia Navarro. On passe à cet événement en principauté aujourd'hui, la commémoration du 77e anniversaire de la libération de Monaco. Plusieurs cérémonies ont eu lieu en souvenir de ce 3 septembre 1944. Le reportage de Frédéric Elion. Il y a des dates gravées à jamais, des moments d'histoire qu'il ne faut pas oublier. Le 3 septembre 1944, la principauté, qui vit alors sous le joug de l'armée allemande, est libérée par les Alliés et les forces de la résistance. Pour célébrer le 77e anniversaire de la libération de Monaco, des commémorations ont eu lieu toute la journée. Ce matin, une réception s'est tenue à la Maison de France avec un dépôt de gerbes et plusieurs allocutions, afin de rendre hommage aux héros qui se sont battus pour la liberté. Je suis très content de le faire car mon père a fait la guerre de 40, mon grand-père a 14-18 et je suis très heureux d'être là chaque année et de faire cette manifestation. C'est important puisqu'il y a un vrai devoir de mémoire à perpétuer, c'est ça? Exactement, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et avec les petits-enfants, tout ça, de leur faire comprendre. Moi j'ai petits-enfants, il a 11 ans aussi. Je lui fais comprendre tout, je lui raconte un peu l'histoire, je fais voir des photos, tout ça. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faudra jamais l'oublier d'ailleurs. Le cortège de véhicules militaires a ensuite pris la direction du Palais Princier, avant un arrêt au lycée Albert Ier, avec là aussi un dépôt de gerbes devant la plaque commémorative à l'intérieur de l'établissement. Les deux hymnes monégasques et français ont été joués. Un hommage a également été rendu à René Borghini, secrétaire de la présidence du Conseil national de l'époque, et Esther Poggio, arrêtée à Monaco en juillet 1944 et fusillée à Nice le 15 août, des héros qui se sont sacrifiés au service de la liberté. Les commémorations se sont poursuivies dans l'après-midi dans les communes limitrophes de Beausoleil, La Turbie et Cap-d'Aille. Et pour se remémorer cette journée du 3 septembre 1944, nous raconter ce qu'il s'est passé ce jour-là, mais aussi les mois qui ont suivi, nous avons contacté un historien. Yvan Gastaud, bonsoir. Bonsoir. Concrètement, que célèbre-t-on le 3 septembre lorsque l'on parle de la libération de Monaco ? Le 3 septembre 1944, c'est effectivement la date de la libération de Monaco, de l'agglomération, on pourrait dire, puisque ça concerne aussi les communes limitrophes, notamment à Cap-d'Aille. On sait qu'il y a une célèbre avenue du 3 septembre. C'est le jour, lorsqu'on se lève ce matin-là, les Allemands ont quitté la ville de Monaco, l'agglomération, et donc c'est effectivement un jour de délivrance pour les Monégasques, un jour qui permet de tourner en partie la page des heures sombres. Donc c'est un moment compliqué aussi parce que les combats, même si le 3 septembre Monaco est libéré, ne sont pas terminés. Il va y avoir encore plusieurs semaines, même plusieurs mois de conflits, de difficultés. Mais on voit quand même le bout du tunnel à ce moment-là. Et c'est pour ça que cette date est importante pour Monaco, parce qu'elle marque la fin des hostilités d'une certaine manière. Comment s'est passée cette libération ? Pour bien qu'on comprenne la libération de Monaco, il faut élargir un petit peu la réalité. En 1944, le sud-est français et donc également la principauté de Monaco est occupée par l'Allemagne. Et dans ce contexte-là, les Alliés se préparent, les Anglo-Américains, principalement les Américains, mais aussi les résistants de l'intérieur. Et la date importante avant le 3 septembre, c'est le 15 août 1944, lorsque les Alliés débarquent du côté du Var, sur les plages du Var, et procèdent à une avancée significative et progressive vers la frontière italienne. Les forces anglo-américaines se sont donc déployées et sont arrivées jusqu'au Var. Et puis ensuite, Nice a été libérée le 28 août 1944. Et puis enfin, la principauté, dans cette date fatidique, qui est restée dans les mémoires. Quelle était la position de Monaco dans ce conflit ? Au moment où se met en place l'occupation et le gouvernement de Vichy, le prince de Monaco, Louis II, met en scène une forme de neutralité qui sera aussi une manière de se ranger derrière le gouvernement de Vichy. Et Monaco va être pendant toute la période de la guerre, de l'occupation, un lieu d'intrigue, un lieu de circulation d'un certain nombre de biens et des choses qui vont être effectivement assez peu avouables à ce moment-là. Mais en même temps,
la principauté de Monaco va être amenée à voir se développer des formes de résistance à l'occupation italienne et en particulier à l'occupation allemande. Et donc, la libération n'est pas venue des élites, elle est venue plutôt du peuple, dans une sorte de lien qui va s'opérer entre des résistants de l'intérieur, monégasques, bossoleillois, capdaillois, et il va y avoir effectivement petit à petit des réseaux qui vont se mettre en place et qui vont agir en 1944 pour œuvrer dans ce moment particulier de la libération du 3 septembre. Est-ce que Monaco paiera un lourd tribut lors de cette période, aussi bien humain que matériel? Oui, Monaco va payer un lourd tribut parce que entre le 15 août et le 3 septembre, ça va être un moment extrêmement difficile pour les habitants de Monaco. Il va y avoir des bombardements alliés, des troupes anglaises qui vont pas mal faire de dégâts. Le but était pour les Alliés de s'en prendre aux biens d'occupation allemands, à la présence allemande du côté de Monaco, pour faire fuir et refluer les Allemands. Toute l'agglomération est soumise à des tirs, à des combats, jusqu'à ce que progressivement, d'une manière coordonnée, on pourrait dire, la résistance de l'intérieur et les Anglo-Américains, fassent refluer les Allemands vers les parties hautes du territoire, c'est-à-dire les monts, la Turbie, Peille et le Montagel. Et à ce moment-là, effectivement, la principauté va être à une forme de croisée des chemins. Les communistes résistants de Monaco vont aller jusqu'au palais princier pour déloger le prince qui s'était échappé à ce moment-là et envisager éventuellement justement de prendre le pouvoir d'une certaine manière. Et il va y avoir là même une discussion en 1944 sur l'éventuelle annexion de la principauté de Monaco par la France. C'est ce que voulait notamment le commissaire de la République du Sud-Est, Raymond Aubrac, le célèbre résistant Raymond Aubrac, qui avait envisagé que pour punir la principauté de ses actes de collaboration, la principauté disparaisse. Le général de Gaulle a refusé et a laissé Monaco fonctionner avec une forme d'alliance ou de discussion avec le prince Louis II, qui était de faire en sorte que son fils héritier, Régnier, s'engage en 1944 dans l'armée française. Et ce qu'il fera, il va s'engager dans un régiment de tirailleurs algériens, il va aller combattre à ce moment-là et avoir la croix de guerre. Donc Monaco a acheté une forme de rédemption par ce biais-là. Yvan Gastaut, pourquoi c'est important de commémorer cette date? Qu'est-ce qu'elle représente pour les Monégasques? C'est un devoir de mémoire? Il y a sans doute un devoir de mémoire dans cette commémoration parce que ça rappelle des moments douloureux, des moments difficiles, des familles qui ont été touchées dans leur chair par ce conflit de près ou de loin, saluer des actes de résistance qui ont d'ailleurs beaucoup marqué la principauté, des figures, je pense à Charles Socal, le grand syndicaliste qui a été aussi un acteur important. Il y a nécessairement un devoir de mémoire, 77 ans, c'est beaucoup et puis c'est peu à l'échelle de l'histoire. Il y a dans ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale beaucoup à puiser pour notre présent en termes de comportement, en termes d'analyse. Et c'est pour ça que cet événement, cet épisode du 3 septembre est un moment important qu'il faut garder dans les mémoires. C'est pour ça que cette commémoration vient toujours à point nommé. Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous pour aborder ensemble cette date dans l'histoire de la principauté. Merci beaucoup, Yvan Gastaut. Merci beaucoup. Merci. On retrouve Vanessa Dessy pour le reste de l'actualité en principauté. Vanessa, vous vouliez nous parler de ces nouvelles expositions à la galerie L'Entrepôt avec ce concept, tous les jeudis, un nouveau vernissage. Et c'est au tour de Joris Brantuas de proposer son travail au grand public à la galerie L'Entrepôt durant une semaine. Ce peintre, né à Lille, vivant dans le Gard, offre une peinture figurative comme abstraite. L'artiste explique tirer son inspiration de mouvements japonais. Il est avant tout un performeur. Un mot à présent sur cette première conférence de la rentrée proposée par le Monaco Economic Board. Variant et reprise mondiale animée par l'économiste Jean-Pierre Petit, ce dernier exposera son point de vue sur la situation actuelle. Quelles conséquences macro de la nouvelle vague qui s'annonce? Quid des marchés actions mondiaux? Ou encore, peut-on envisager l'immunité collective mondiale en 2022? Tant d'interrogations sur lesquelles Jean-Pierre Petit tentera de donner son éclairage le vendredi 17 septembre au Café de Paris. Et puis nous l'avons appris cette semaine, les Jeux mondiaux d'hiver spécial Olympiques, lors desquels Monaco est toujours représenté, ont été reportés d'une année. Initialement prévus en janvier 2022 à Kazan, les Jeux dédiés aux personnes vivant avec un handicap mental sont reportés en janvier 2023. Une décision en raison des conditions sanitaires. Les athlètes de Special Olympics Monaco participeront la même année aux Jeux mondiaux d'été, 6 mois plus tard, à Berlin. Ces informations à présent, Vanessa, concernant la rentrée scolaire qui approche à grands pas.
Le lundi 6 septembre, tous les élèves sont attendus pour le traditionnel appel dans la cour de récréation. Les 5e du collège Charles III doivent se présenter à 8 h. Viennent ensuite les élèves de 4e à 9h30, puis les 3e à 11 h et enfin 14 h pour les classes de 6e. Du côté du lycée Albert Ier, les classes de BTS et DCG auront leur rentrée à 8h30, suivies des terminales à 9 h, les premières à 10h30 et les secondes à 14h30. Les élèves détenant déjà leur ordinateur portable doivent l'apporter dès ce premier jour. Et puisque nous parlons rentrée scolaire, les professeurs viennent de reprendre le chemin des établissements, une pré-rentrée avec un programme bien précis pour organiser au mieux le retour des élèves, toujours sur fond de crise sanitaire. Charlotte Moreno et Julien Laugier étaient au collège Charles III ce matin. 8h15, présentation de tout le personnel éducatif et parmi l'équipe enseignante, 135 professeurs dont une vingtaine de nouveaux ont fait leur entrée ce matin. On est toujours un petit peu stressé de savoir comment ça va se passer. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Une angoisse particulière concernant la gestion sanitaire évidemment, mais c'est le cas pour tout le monde. Le volet crise sanitaire a été prédominant pendant cette rentrée. Après 2 années ponctuées de mesures, il va falloir continuer à les faire respecter. Le mot d'ordre reste tout de même l'individualisation des élèves. Le port du masque est obligatoire, l'aération est importante également, les gestes barrières sont indispensables, ils seront maîtrisés. On divise par 3 à peu près le volume des élèves sur les temps cantine pour laisser un espace entre chacun. Il faut que nous, on soit capables, dans chaque cas spécifique, de trouver des solutions pour permettre aux élèves de se sentir bien. On compte plus de 1000 élèves au collège Charles III. L'année dernière, aucune classe n'a été fermée. Cette année, l'équipe éducative reste positive et espère un retour à la normale le plus rapidement possible. Des professeurs donc fin prêts à accueillir les élèves dès lundi et les équipes de Monaco Info suivront bien évidemment pour vous la rentrée scolaire en principauté. Sport à présent, la crème de la pétanque féminine est en ce moment même à Monaco. Les meilleures joueuses européennes se sont donné rendez-vous à l'espace Saint-Antoine pour le Ducasse Challenge, un événement organisé par la Fédération monégasque de boules. Nous allons d'ailleurs en parler avec son président. Bonsoir Didier Fulconis. Bonsoir Monaco Info. J'imagine que vous êtes heureux de pouvoir organiser cette 3e édition au vu du contexte sanitaire. Nous sommes très heureux d'organiser le 3e national de pétanque de Monaco, Challenge Alain Ducasse. Et je peux déjà vous préciser qu'avant le début de la compétition, qui se déroulera samedi et dimanche, on peut parler de succès, car le contexte sanitaire, comme vous le précisez, est délicat et le concours affiche complet. Combien d'équipes sont inscrites pour ce rendez-vous? Nous avons plafonné pour des raisons d'espace, bien évidemment, à 72 équipes. Et on peut noter la présence de 3 championnes du monde, que sont Caroline Bourriot, Aurélie Blasquez et Anne-Marie Virbert. Oui, c'est un plateau assez relevé. Comment on peut expliquer le succès de ce challenge? Je pense que la pétanque féminine, malgré un contexte sanitaire, comme vous le précisiez, est en plein essor. Le niveau de jeu des féminines allie élégance et qualité. Mais il n'y a pas autant de différence entre la pétanque féminine et masculine qu'on pourrait la retrouver dans d'autres sports. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça va se dérouler. Quel est le programme ce week-end à l'espace Saint-Antoine? Samedi, début de la compétition à partir de 10 h. Les équipes sont réparties en poules de 4. À l'issue de cette séance de qualification, 2 équipes restent qualifiées dans chaque poule. Puis la compétition continue avec des éliminations directes. Pour s'achever, bien évidemment, le dimanche aux alentours de 18 h. La finale étant prévue à 16 h. Et la principauté sera représentée? La Fédération monégasque de boules aura le plaisir d'aligner 7 équipes avec pour ambition d'en glisser une dans le dernier carré. Qu'est-ce qui fait le succès de la pétanque féminine? Vous avez souligné l'élégance du jeu, mais pourquoi les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer la pétanque? Moi je trouve que c'est un sport relativement convivial. Vous pouvez vous déplacer dans des endroits sympathiques. Par exemple, la Fédération monégasque de boules a conclu des partenariats avec Ajaccio, Genève, Espalion et Palavas. Donc nous accueillons ces équipes en principauté et à notre tour, les féminines se rendent sur site. Un mot plus global sur la discipline, Didier. Les compétitions ont repris normalement. Quelles sont les mesures sanitaires pour la pratique du sport boule?
Non, malheureusement, l'année 2021 a encore été une année quasiment blanche. Seules les grosses compétitions, comme le Ducasse Challenge ou d'autres gros concours nationaux ou internationaux, ont lieu, alors que les compétitions départementales ou régionales qui ont lieu tous les week-ends, malheureusement, ont été supprimées. Vous parlez des grands concours, la Fédération monégasque de boules organisera également en octobre le challenge Prince héréditaire Jacques aussi. Hein. Oui, tout à fait. Serge Turuani, le président du club bouliste monégasque, et son équipe ont le plaisir d'afficher complet 1 mois et demi avant la compétition. Et là, nous retrouverons toutes les stars internationales de la pétanque, avec un plateau très relevé, 8 équipes nationales et les meilleurs champions actuellement. Rendez-vous donc avant cela ce week-end à l'espace Saint-Antoine. L'accès est libre et gratuit? Oui, l'accès est libre et gratuit. Venez nombreux, je vous assure, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup Didier Fulconis d'avoir été avec nous. Ce journal touche à sa fin. Un point sur la météo avant de nous quitter. Est-ce que le soleil sera au rendez-vous, Vanessa? Eh bien oui, Émilie, car le ciel sera dégagé malgré quelques passages nuageux insignifiants. Une légère brise de 9 km/h traversera le pays. Les températures iront de 19 à 26 degrés. Le soleil se lèvera à 6h55 et se couchera à 20h03. Et nous fêterons les Rosalies. Merci Vanessa. Cette dernière information que nous avons appris aujourd'hui, l'AS Monaco Basket a annoncé la signature pour la saison à venir de l'ailier fort international australien Brock Motum, un précieux renfort pour la Roca Team. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. En attendant, on se quitte en images avec les commémorations de la libération de Monaco. Photo signée ce soir Manuel Vitali et Michael Alési. Excellente soirée à tous et à demain sur Monaco Info.